Bienvenue dans notre nouvel entretien des éveilleurs. Nous invitons aujourd'hui Romain Maréchal, un jeune entrepreneur, producteur et présentateur. Bonjour Romain. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous ce soir. Je suis honoré que les éveilleurs m'aient invité. Ça fait longtemps que je vous suis, donc merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous. Vous fondez La Pointe de l'Épée en avril 2022, une entreprise de production au service du savoir-faire. Puis vous vous lancez dans une nouvelle entreprise, Épopée Film, une plateforme de vidéos à la demande en septembre 2023, donc il y a tout juste un an. Et tout récemment, vous créez Impact, une série d'entretiens avec des personnalités inspirantes, en septembre 2024. Alors, commençons par parler de vos entreprises. Donc, La Pointe de l'Épée, née il y a 2 ans. Ouais. Pourquoi ce nom, La Pointe de l'Épée? Et dites-nous-en un peu plus. Ah, c'est rigolo que vous me posiez la question, c'est vrai qu'on ne me l'avait jamais demandé. La Pointe de l'Épée, c'est une sorte d'hommage. D'abord parce que ça fait référence à ma conversion au catholicisme au moment de mon mariage avec mon épouse il y a un peu plus de 3 ans. Et je me rappelle de ce passage de l'Évangile où Jésus dit « Je suis venu vous apporter l'épée ». Donc j'ai cette symbolique-là inscrite en moi. Je ne pourrais pas plus l'expliquer, mais je laisse nos auditeurs aller s'informer, se renseigner. Et ensuite parce que ça fait référence au fil de l'épée du général de Gaulle, qu'il a écrit, je crois, quand il était sous-lieutenant ou élève officier. Et il dit justement que l'histoire de France s'est faite au fil de l'épée. Voilà, donc j'ai trouvé que la symbolique était belle. Et donc dans La Pointe de l'Épée, il y a le côté estocade. Et il faut dire que les Français sont particulièrement bons en escrime. Et puis ça fait référence à tout cet imaginaire collectif autour de Cyrano, du panache. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler cette société La Pointe de l'Épée. Je trouvais que ça avait du sens. D'accord, incroyable. Et alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? Concrètement, La Pointe de l'Épée, c'est une société de production, vous l'avez dit. En fait, c'est très simple. L'idée, c'était c'est un constat d'abord. Le constat qu'il manque cruellement d'œuvres artistiques, audiovisuelles enracinées. Et donc, avec cette initiative, l'idée est de mobiliser de ressources pour justement développer ce qui a été un petit peu mis de côté depuis quelques décennies, à savoir la création d'œuvres artistiques qui font la promotion des traditions et de la culture française. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait avec La Pointe de l'Épée ouais. Alors justement, La Pointe de l'Épée, ça a été la pierre angulaire de notre groupe, parce que maintenant on a plusieurs marques, en particulier Épopée, parce qu'en fait La Pointe de l'Épée, c'est la société qui alimente le catalogue d'Épopée. Donc Épopée, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de distribution de contenu, pareil, de divertissement dédié au rayonnement de la culture française. Donc La Pointe de l'Épée a produit pour Épopée des reportages, des documentaires, des émissions culturelles. J'invite vos auditeurs d'ailleurs à aller voir pour faire simple, pour vous parler des thématiques. On a ceux qui font la France, donc là on fait la promotion des personnalités des Français qui font vivre des traditions en France sous format de reportage. On a le Panthéon des héros où là on met en avant, au travers du récit d'un épisode de l'histoire de France, des personnalités françaises qui ont brillé par leur courage, leur bravoure. On a eu un premier épisode sur la bataille de la Marne, où le général Lorzac et Gallieni sont particulièrement, illustrés. Et là, on vient de finir le tournage du premier épisode sur l'épopée de la croisade, de la première croisade. Donc on raconte le récit des premières croisades et notamment l'appel de Urbain II pour aller libérer Jérusalem. Et donc ça, c'est pour le Panthéon des héros. On a un autre programme qui s'appelle l'Odyssée du vin, où là, on est plus dans le terroir. On a Joseph Pétier, donc cofondateur du Canon français, qui nous emmène avec lui découvrir sa passion pour le vin. Et à travers ça, évidemment, le travail des producteurs locaux, des vignerons, mais également des édifices religieux, des cathédrales et tout ce qui fait la vie en fait de ce tissu social, pluriséculaire. Voilà. Donc ça, c'était pour l'Odyssée du vin. Et enfin, donc tout ça sont des programmes exclusivement disponibles sur la plateforme. Elles sont disponibles nulle part ailleurs, parce que l'idée, c'était de créer des œuvres nouvelles. Et je finis sur Parole d'expert. Parole d'expert, c'est la vente d'objets anciens. Donc ça se passe à Drouot, c'est une série de documentaires. Et en fait, l'idée, c'était de rendre ludique l'histoire de France au travers de petites anecdotes qui peuvent entourer des objets. Moi, j'ai eu un parcours scolaire assez tumultueux, on va le dire comme ça, dyslexique d'ailleurs, dysorthographique, donc c'était pas simple de me raccrocher aux branches. Et en fait, j'ai appris à aimer l'histoire à travers des anecdotes. Et je me dis que la vente d'objets anciens, c'est vraiment mêler l'utile à l'agréable, à la fois le côté excitation de la vente aux enchères et en même temps l'intérêt et le regard des experts
qui évoluent dans cet environnement et qui du coup permettent de comprendre en fait l'histoire de ces objets et à travers eux de la grande histoire de France. Donc voilà pour vous donner un petit peu le tableau de ce qu'on produit à la Pointe de l'Épée. Et là en ce moment, donc pour la plateforme Épopée, je le répète, donc plateforme 100% numérique de distribution de contenu de divertissement, on dira pour les amoureux de la France, évidemment, on réunit tous ceux qui aiment la France. Et donc l'idée c'était de créer des nouveaux contenus, parce qu'on est très fort quand il s'agit de regarder dans le rétroviseur et évidemment de se tourner vers des grandes légendes comme Lino Ventura, Belmondo, Louis de Funès et j'en passe. Mais je pense que maintenant il faut aussi être capable de créer des nouvelles œuvres et particulièrement des œuvres de fiction. Alors j'aurais aimé commencer tout de suite par la fiction, mais la fiction, ça coûte beaucoup d'argent. Et il y a un gros travail à faire dans notre environnement, je dirais l'environnement conservateur ou du coin national, ou comme je vous le disais, des amoureux de la France, pour pouvoir justement réussir à atteindre cet objectif. Je sais que le Puy du Fou y est arrivé. On s'en fout d'ailleurs, hein, ça n'a pas été simple. J'ai écouté un discours de Nicolas de Villiers récemment qui expliquait un petit peu toute cette aventure, qui n'a pas été facile, mais aujourd'hui il a ouvert une brèche. Et c'est à nous et à ceux qui nous écoutent maintenant de s'immiscer dedans et de continuer à développer ce genre d'initiative. Donc la Pointe de l'Épée, société de production, Épopée, plateforme de distribution. Maintenant qu'on s'est fait remarquer avec cette patte éditoriale particulière en fait, on utilise le progrès technique audiovisuel au service de la valorisation des traditions et des valeurs qui font de la France une grande nation. Et donc du coup, finalement, ça correspond à une sorte de basculement anthropologique. Parce qu'il y a beaucoup de sociétés maintenant qui reviennent à cette idée justement de valoriser le beau, le simple, la vérité et justement ce patrimoine culturel formidable que le monde nous envie. Je le rappelle que la France, c'est plus de 100 millions de visiteurs, de touristes. Donc c'est dire à quel point elle intrigue et elle intéresse à l'international. Et donc, peut-être qu'il serait temps que les Français eux-mêmes, ça a été mon cas avant de partir un an à l'étranger en Australie, mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, et de nous dire qu'en fin de compte, notre patrimoine est fabuleux et qu'on a de la chance d'être Français, et qu'il ne tient qu'à nous justement de nous le réapproprier, pour pouvoir regarder sereinement vers l'avenir. Donc c'est pour ça que ces activités ont été développées, et donc l'objectif maintenant, c'est la fiction, comme je vous le disais, ça demande des moyens importants, c'est difficile de trouver des artistes qui justement ont cette appétence, parce que c'est pas à vous ni à vos auditeurs que je vais apprendre ça, mais le courant artistique, particulièrement cinématographique, a totalement été abandonné à tout un pan, je dirais, du progressisme ou du wokisme, ou vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas de ceux qui sont des théoriciens de l'homme autocentré et sans racines, pour le dire très simplement. Et donc du coup, il n'en tient qu'à nous que de recréer un tissu, comment je dirais, un tissu fécond de ces œuvres, parce que grâce à la fiction, on doit pouvoir justement reconquérir l'imaginaire collectif en touchant non pas l'intellect, ce que peuvent faire des médias d'actualité ou autres, mais en touchant le cœur des Français, leur tripes en fait. Et c'est grâce à ça, moi, que je suis convaincu qu'on arrivera à regarder et à se tourner vers des lendemains meilleurs. Et aujourd'hui, vous pensez que c'est difficile de trouver des acteurs même qui accepteraient de jouer dans une fiction Alors, c'était déjà, le projet était très ambitieux de créer une société de production enracinée. Trouver tout le monde disait oui, mais même des techniciens, vous voyez ici, les gens ne le voient pas, mais il y a 3 caméras, des lumières, des techniciens justement qui s'occupent de faire en sorte que le son soit bon, que l'image soit belle, etc. Sans parler de la post-production. Et en fait, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une sorte de ras-le-bol général dans ces environnements-là, parce que non seulement les gens qui travaillent, toutes les petites mains et les techniciens qui travaillent dans ces environnements-là, entre guillemets, doivent se taire par rapport à leur amour de l'identité française ou des convictions particulières, mais même pire que ça, s'ils n'abondent pas dans le sens de ceux qui l'y dirigent, la carrière peut très vite s'écourter. Et donc moi j'ai surtout rencontré j'étais assez surpris de voir autant de gens justement répondre favorablement à mon appel. Là aujourd'hui, donc on a des réseaux sociaux sur Instagram notamment, Épopée, on reçoit toutes les semaines des candidatures spontanées, de vidéastes, d'ingénieurs son, de réalisateurs, des gens qui justement attendaient en fait cette initiative. Donc on est très content, même s'il y a beaucoup de travail, parce que justement c'est qu'il y avait un manque. Et donc oui et non,
on a réussi à trouver donc, toutes ces personnes-là qui nous ont permis de réaliser ce qu'on a déjà produit aujourd'hui, donc émissions culturelles, reportages documentaires. Et maintenant, je dirais, nous sommes dans une phase d'expansion parce qu'on veut vraiment prendre à bras le corps le sujet de la fiction, pour les raisons que je vous citais précédemment. Et donc là, on a trouvé une idée. On a beaucoup réfléchi dans l'équipe parce que maintenant, on a la chance d'avoir plusieurs équipes de tournage avec plusieurs réalisateurs et des gens très compétents. Et vraiment, je leur remercie parce que c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. On a décidé de lancer un festival pour 2025, donc un festival du court-métrage. Court-métrage de fiction. Le thème sera « Raconte-moi la France ». Et donc, toute personne, tout réalisateur, qu'il soit professionnel ou même amateur, qui souhaite justement candidater pour pouvoir se voir financer un terme, parce que c'est ça justement l'intérêt de ce festival, c'est de pouvoir se faire financer un moyen-métrage, un long-métrage, voire une série. Ça dépendra de la générosité des mécènes qui vont venir accompagner cette initiative. Mais en fait, l'idée, elle est très simple, c'est que rien de tel qu'un festival pour justement voir quelle est l'étendue des talents qui composent la France et au vu comment je peux dire, de sa superbe et comment je dirais, de sa grandeur historique, je suis convaincu qu'il y aura du monde au rendez-vous. Voilà, mais donc du coup, je le dis ici, j'en profite d'être ici chez vous pour vous dire qu'on lance le premier festival de contenu d'œuvres artistiques enracinées. Alors, du coup, rappelez-nous la date du festival. Ce sera à l'été 2025. Vous aurez très bientôt les informations suivant donc le compte Instagram Épopée, la pointe de l'épée aussi, si vous voulez être tenu informé de nos autres activités. Mais en tout cas, pour la partie artistique pure, il faut aller sur le compte Épopée, sur tous les réseaux sociaux d'ailleurs, pas que Instagram. Et donc, les informations seront communiquées au fur et à mesure. Je vous le dis, là aujourd'hui, on est dans une phase de levée de fonds, parce qu'évidemment, il faut pouvoir mettre en place toute l'organisation. Parce qu'une fois de plus, il faut être sérieux aussi par rapport aux gens avec qui on travaille et justement à ce que la France mérite. Il faut pouvoir organiser un des plus beaux festivals qui n'ait jamais été fait. Et à titre d'exemple, pour ceux qui nous écoutent, s'il y a des vidéastes, ce sera beaucoup inspiré du Nikon Festival, voilà, qui est un festival maintenant qui est très connu, reconnu et justement qui se sert voilà, de format assez court. Ça peut aller de 2 à 5 minutes pour raconter une histoire. Voilà. Quel projet incroyable. Alors, peut-être c'est une question qui fâche, je ne sais pas. Je sais que vous aviez pour objectif d'atteindre les 7000 abonnés sur Épopée. Oui. D'ici la fin 2024, oui. Donc là on y est. Bravo, merci de me poser la question. Alors vous en êtes où? Merci, c'est superbe. C'était très ambitieux comme objectif. Hein. Alors, on a réussi parce qu'on existe toujours et qu'on se développe et qu'il y a de plus en plus de monde qui nous rejoint, que ce soit des partenaires, des collaborateurs et des clients. Donc ça, c'est super. Par contre, il est clair que l'objectif, on ne l'a pas encore atteint. D'accord. C'était très ambitieux. En fait, on se retrouve face à un marché, et c'est bien normal, de gens qui attendent de voir pour croire, et ils ont bien raison. Et donc, forcément, vu que c'est une plateforme privée, ils n'ont pas pu déjà tous constater la qualité de nos contenus, mais ça va changer parce que bientôt, on mettra un épisode en ligne. Donc pareil, hein, je vous invite à suivre le compte YouTube d'Épopée parce que ça ne saurait tarder, ce sera pour Noël sûrement d'ailleurs. Donc ça, c'est une première chose. Puis deuxième chose, de fait, le sujet culturel n'est pas un sujet prioritaire, encore moins dans une année d'élection comme celle que nous venons de vivre. Moi, je suis totalement gramscien, si je puis dire, dans ma logique. C'est qu'effectivement, je considère que l'hégémonie culturelle est un préalable pour la victoire des idées conservatrices. Et bien là, c'est exactement ça. Et donc, du coup, de fait, on a été un petit peu mis dans un écran de fumée. Mais comme je vous le disais, c'est tant mieux parce qu'on a pu se développer au fur et à mesure, comprendre des lacunes aussi, apprendre de nos erreurs, s'améliorer, aller chercher des compétences qui pouvaient nous manquer. Et donc maintenant, je suis convaincu que dans les années à venir, on arrivera à atteindre nos objectifs. En tout cas, l'important, c'est de continuer de se développer. Voilà. Oui, et de rester debout, quoi, que ça ne s'effondre pas. Exactement. Et vous savez, quand on dit fiction, moi je me rappelle très bien, je me disais, mais c'est impossible, on n'y arrivera jamais, etc. On va y arriver, je l'espère, en 2025 grâce aux mécènes et à ceux qui vont participer à ce concours. Mais c'est surtout l'idée qu'en fait, quand j'ai parlé de plateforme VOD, parce que l'idée, c'était pas de remplacer Netflix, mais c'était peut-être d'être complémentaire. Nous, on est des artisans de l'audiovisuel. On n'a pas les millions, voire les milliards qu'ils peuvent avoir de budget. Donc l'idée, c'était vraiment déjà de commencer quelque part. Maintenant qu'on existe et qu'on avance et qu'on se développe,
évidemment, avec le temps, les choses vont s'améliorer. Mais oui, vous faites bien de le dire, ça fait partie. C'est la différence entre un business plan, comme on dit, et la réalité objective. C'est très bien de faire des tableaux Excel, je le dis aux entrepreneurs, aux jeunes qui voudraient, parce que je suis jeune aussi, mais à ceux qui nous écoutent, qui voudraient se lancer en entrepreneuriat, il y a la poésie du tableau Excel et puis il y a la réalité du terrain. Voilà, faites. Et puis après, on verra effectivement comment le terrain réagit. Et puis, on affine à chaque fois la proposition de valeur en fonction du terrain. Oui, les 7000 abonnés, c'était peut-être aussi pour voir quel était le besoin des gens, leur envie. Il fallait donner un chiffre, je ne vais pas vous mentir. Et puis, ça correspondait à un budget exactement de développement. Forcément, on n'a pas pu financer tout ce qu'on voulait financer, notamment la fiction. On aurait aimé y aller beaucoup plus vite. Mais de fait, on a adapté et puis on a corrigé le tir tout simplement. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. D'accord. Et alors, du coup, comment, quand on voit les consommateurs qui consomment du Netflix, du Canal toute la journée, qui ont tout vu, etc., comment vous allez vous singulariser dans justement la production d'épopées? De manière très très simple, moi je suis convaincu que effectivement les gens maintenant sont habitués à consommer en assez grande quantité des produits de très bonne qualité. Comme je vous le disais, on n'a pas pour ambition de concurrencer Netflix, on a pour ambition de faire émerger des œuvres artistiques enracinées. Voilà, je suis convaincu qu'il y a une soif de France et c'est à ce besoin-là qu'on répond, mais à l'heure du numérique, à l'heure des plateformes VOD, à l'heure du divertissement et comme diraient les Américains, l'entertainment à tout va. Voilà. Et puis à terme, ces œuvres vivront. Elles vivront sur Épopée. On a été aussi mandaté par des institutionnels ou des entreprises pour créer aussi des contenus, ce qu'on appellerait des contenus de marque, qui sont des contenus d'information et de divertissement, mais pour la valorisation de leur propre identité de marque. Et donc tout ça se fait au fur et à mesure. Et donc pour répondre à votre question, Épopée, ça répond à ce besoin impérieux de valoriser la culture française à l'heure du progrès technique audiovisuel. Voilà, c'est à ça qu'on sert. Oui, vous mettez beaucoup l'accent sur l'innovation. Pour vous, c'est un point clé de votre œuvre. Alors, du coup, on n'a pas parlé d'une dernière chose que vous venez de lancer, c'est Impact. Oui. C'est donc des entretiens avec des personnalités qui vous semblent inspirantes. Qu'est-ce que vous comptez apporter de plus que ce qui existe déjà, alors qu'il y a déjà beaucoup de podcasts et d'entretiens justement avec des personnalités, je sais pas, de chez VA+, je veux dire, ça existe déjà dans notre camp. Donc qu'est-ce que vous comptez apporter de plus? Pourquoi vous vous lancez là-dedans? C'est un état d'esprit, moi, que je veux apporter. J'ai grandi, de fait, vous l'aurez compris, dans un environnement assez conservateur, ou en tout cas dans le camp national. Et je trouve qu'il y a une morosité mortifère, et je pèse mes mots, qui malheureusement, par la force des choses, nous fait, broyer du noir. Et en fait, il n'y a rien de pire pour justement s'empêcher d'avancer. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire avec Impact, c'était interviewer des personnalités donc qui ont une influence dans la nouvelle opinion publique, qui agissent dans la cité, mais autrement qu'en politique. C'est-à-dire qu'on a interviewé, on invite sur Impact des chefs d'entreprise, des patrons de médias, des patrons d'associations. On reçoit également des personnalités publiques, des chroniqueurs, enfin voilà, tous ceux qui ont le courage de leurs convictions et le mettent au service au travers des talents qu'ils ont reçus, parce qu'évidemment, chacun dans sa verticalité, vous verrez sur Impact, on parle aussi bien d'économie, que d'entrepreneuriat, que d'associatif, les thèmes et les sujets peuvent être abordés de mille manières. Mais en tout cas, la ligne éditoriale reste toujours la même, c'est celle de donner la parole à ceux qui agissent. Bougez-vous, vraiment, ça c'est le principal, et c'est vraiment un message que j'envoie à la jeunesse, parce que c'est le message que j'ai reçu de l'IFP, donc l'Institut de formation politique. C'est grâce à eux que je me suis engagé dans la voie de l'entrepreneuriat justement enraciné, et également de l'ICEP, donc l'école de Marion Maréchal. Voilà, c'est les deux formations qui m'ont vraiment montré comment mêler l'utile à l'agréable, c'est-à-dire cette volonté d'être entrepreneur et en même temps de valoriser des traditions, un patrimoine, une culture qui m'est chère. Voilà, donc pour répondre à votre question, si j'y ai bien répondu, vous me direz, voilà, la différence d'impact avec les autres entretiens, c'est vraiment l'axe, des échanges qui se tournent en fait autour des personnalités qu'on invite, mais surtout de leur parcours, des défis rencontrés et de comment ils ont réussi à surmonter l'adversité.
parce qu'évidemment, on vit dans des temps difficiles et on a souvent tendance à broyer du noir. Et non, là, l'idée, c'est vraiment de voir des gens qui ont une carrière derrière eux et qui sont actifs toujours, et de voir justement qu'ils nous racontent leur évolution. Voilà, donc c'est ça l'objectif d'Impact. D'accord, très bien. Alors, on va maintenant parler un peu de vous, de votre parcours personnel, si vous l'acceptez. Ouais. Alors déjà, comment vous en arrivez là? Quel est votre parcours professionnel? Quelle est votre formation? Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que votre formation a un rapport? Non. Et quel est le déclic qui vous mène un jour au fil de l'épée, quoi? Ouais, à la pointe de l'épée. Oui, à la pointe de l'épée. C'est pas grave. Mais c'est un super beau hommage, hein. Merci. Non. Alors, mon parcours, il est, donc je vous le disais, parcours scolaire chaotique. Hein. Ouais. En plus, famille connue. Donc, et puis nous, on a été mis en une bonne partie en public. Donc très vite, on a été confronté à de l'injustice. Ça a été difficile à vivre pour vous honnêtement, je ne vais pas rentrer sur le détail de tout ce qui s'est passé, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça a été une formidable école d'apprentissage et de maturité, en fait. C'est-à-dire que très vite, on a compris qu'il y avait de l'adversité et très vite, il a fallu s'armer intellectuellement et physiquement aussi. Je suis content, maintenant je fais de la boxe thaï depuis plus de 10 ans, donc c'est super. Mais en tout cas, il a fallu très vite apprendre à exister, à se débrouiller. Et c'est une chance formidable parce que, donc je vous le disais, parcours scolaire assez chaotique, dyslexique, dysorthographique, j'ai changé plusieurs fois d'école, ça a été compliqué. J'ai fini, comme je dirais, en bac pro vente. Et puis finalement, la révélation, parce que je suis pris au championnat de France d'aviron, et je commence à avoir des bonnes notes, quoi, en fait. C'est-à-dire que le fait de mêler l'utilité de mon apprentissage à un métier, parce que du coup je travaille dans l'immobilier, et ben, ça m'a beaucoup fait évoluer. À la fin de ce bac, parce qu'il y en a eu beaucoup de stages, je fais un BTS Commerce International, je réussis à être pris en école de commerce, et finalement, parce qu'avant mon école de commerce, j'ai travaillé donc, dans une banque d'affaires, on faisait de l'intermédiation du conseil auprès d'entreprises qui allaient à l'international, pour résumer. C'est la société de mon père qui voulait justement m'inculquer ça, ce savoir-faire de la négociation et du conseil. Et donc finalement, j'ai en parallèle été pris en école de commerce et j'ai tenu 1 mois et demi, quoi. Vraiment, j'ai laissé tomber complètement. J'ai l'impression d'être totalement infantilisé parce que je vivais seul, je gagnais ma vie. Enfin, j'avais une vie, quoi, réellement. Et que le contenu de l'école était... Ah non, mais ça ne m'allait pas du tout. Non, mais oui, j'avais vraiment l'impression d'être un lion en cage, quoi, littéralement. Donc j'ai tout quitté, je suis retourné dans l'immobilier. Grâce à l'immobilier, j'ai gagné ma vie. Je me suis marié. Ma femme est tombée enceinte, donc j'ai une petite fille. Et puis je me rappelle, c'était en revenant de mon mariage. Donc j'ai vécu une conversion réellement. C'est-à-dire qu'en fait, pendant ma préparation au mariage, nous on a un rapport assez particulier, on a eu un rapport assez particulier avec l'institution catholique parce que petit-fils d'eux, neveu d'eux, frère d'eux, je ne vais pas vous faire un dessin, mais en réalité, on n'était pas les bienvenus partout, tout le temps, dans toutes les églises. Je citerai personne, mais moi j'étais baptisé chez moi, par exemple, quand j'étais enfant. Donc ça a créé quelque chose de particulier. Ouais. Depuis, c'est pardonné, j'ai pu en discuter avec l'évêque qui a fait ma confirmation, etc. Donc aucun sujet. Mais forcément, ça influence mon parcours spirituel. Et en fait, je rencontre un abbé incroyable, parce que ma femme est plutôt dans un environnement conservateur, donc pour elle, c'est de fait, on se marie à l'église et puis on fait une cérémonie, on fait une messe, etc. Et en fait, c'est une espèce d'échange de bons procédés. Il m'a enseigné, comment je dirais, les évangiles, il a refait mon catéchisme, et moi, je parlais pas mal politique avec lui, en fait. Donc ça s'est fait pendant la période de la crise sanitaire et en fait c'était hyper enrichissant, presque providentiel honnêtement, qui aurait pu imaginer que j'allais réussir à avoir des échanges aussi intéressants avec un homme d'église. Et petit à petit, je vous dis, les grâces reçues lors de mon mariage, c'était honnêtement le plus beau jour de ma vie et là j'ai vraiment compris que Dieu m'aimait, quoi, sincèrement. Grâce formidable parce que ma femme est tombée enceinte, et je me rappelle, on s'est mariés en juin. J'ai su qu'elle était enceinte en juillet et on est revenu de vacances, on est revenu en août. Et en août, j'ai dit, j'arrête l'immobilier, je vais être papa, je veux absolument, absolument, absolument être utile à la France. Et je veux le faire avec les talents qui m'ont été donnés. Alors, je ne suis pas le meilleur, je n'ai pas été le meilleur en cours, je ne suis pas le plus intelligent, mais en tout cas, j'ai une force de conviction en moi que j'ai envie de mettre au service du bien commun, tout simplement.
Et je voyais que dans l'environnement, il y avait beaucoup d'associations. Et je me dis, mais pourquoi il n'y a pas plus d'entreprises? Enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Ce qu'on fait, ça a de la valeur, donc allons-y. Et puis, il y a des gens qui sont concernés par toutes ces problématiques-là, particulièrement la problématique culturelle. Donc, j'ai décidé, parce que c'était hyper ambitieux, de lancer la plateforme Épopée. Et avant même que ce soit Épopée, pour vous dire l'itinéraire, c'était pas du tout une plateforme VOD à l'origine, c'était une sorte d'agrégateur de contenu. L'idée, c'était de faire une sorte de YouTube bis, ce qui était totalement foireux d'ailleurs. Je me souviens de discussions avec mes associés à l'époque, et parce qu'en fait, on n'osait pas y aller. La vérité, c'était ça. J'osais pas y aller. Et au bout d'un moment, au pied du mur, je dis mais non, mais en fait, ça apporte rien, un agrégateur de contenu. Ce qui apporte, c'est de créer des œuvres de fiction enracinées. Et petit à petit, on a discuté en début d'entretien, j'ai développé. Donc c'est incroyable. Donc là, vous allez devenir papa et là, vous vous dites, tiens, je lâche tout et je me lance à corps perdu dans j'ai eu un pari mariage fou, quoi. C'est incroyable. Pendant le couvre-feu, donc notre mariage jusqu'au dernier moment, ça aurait pu être annulé, on aurait pu nous dire stop. Enfin, on ne savait pas où est-ce qu'on allait à cette époque-là. Le mariage, la beauté du mariage, les grâces du sacrement, je vous dis, cette grâce de savoir que je vais être papa, et en fait, toute cette énergie hyper positive que j'ai reçue, à un moment donné, je me suis dit, banco, c'est le moment d'y aller, quoi. Le prisme, tout a basculé à ce moment-là, en réalité, parce que, comme je vous disais, j'avais un parcours scolaire chaotique. Je m'étais rattrapé aux branches comme j'avais pu. L'immobilier, je m'éclatais pour le coup, ça j'étais bon. Mais c'était pas, il manquait quelque chose. Ça n'avait pas suffisamment de sens, quoi. Exactement. Et ma conversion a tout changé. D'ailleurs, je me rappelle une discussion avec l'abbé qui nous a préparé au mariage. Je lui avais dit, du coup, je vais faire ma confirmation. Puis il m'a dit, oui, t'étais pas le seul à me dire que tu avais fait une confirmation après ton mariage. T'es tout feu, tout flamme, mais on en reparlera. Et j'ai fait ma confirmation et un an après, j'ai été confirmé. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos 2 plus grandes qualités qui vous ont mené là? Je suis têtu au sens résilient. C'est-à-dire que je suis prêt à entendre quand il y a des choses à améliorer. Je me remets beaucoup en question, mais je ne doute jamais de ce que je souhaite apporter. Comme je vous le disais, je constate moi très simplement, en capitaliste, on va dire, un peu primaire, c'est qu'il y a une carence qui est celle de créer des œuvres artistiques enracinées et personne ou très peu le propose une solution. Il y a eu un film effectivement de Vaincre ou Mourir du Puy du Fou qui est très bien d'ailleurs, c'est super. Et je sais qu'il y a d'autres projets qui arrivent et c'est génial, Dieu merci. Mais il faut multiplier par 10, par 100, par 1000 ces initiatives. Donc ça c'est peut-être une de mes qualités. Donc la résilience et puis j'aime les gens, quoi. J'aime bien m'entourer. Honnêtement, ça c'est vraiment quelque chose qui, je pense, peut-être un don qui m'a été donné. J'aime ça. J'aime être avec les autres et travailler ensemble. C'est peut-être ça aussi qui m'a beaucoup, qui nous aide d'ailleurs, parce que rien n'est accompli évidemment. Mais en tout cas, qui aide au quotidien évidemment. Quand je regarde 2 ans en arrière, ce que j'étais 2 ans en arrière et ce que je suis aujourd'hui, il y a objectivement, comme je vous disais, il y a 3 ans j'étais agent immobilier, il y a 2 ans je laisse tomber l'immobilier pour lever des fonds pour développer mon projet, puis aujourd'hui on est en train de parler d'un festival de courts-métrages d'œuvres de fiction enracinées. C'est quand même fou quand on regarde dans le rétroviseur. Et donc non, pour résumer, résilience, j'y ai toujours cru, je continue d'y croire, et évidemment, l'esprit d'équipe, quoi. L'esprit d'équipe. Une dernière question perso, ça fait quoi d'être le frère de Marion Maréchal? Est-ce qu'elle vous inspire? C'est quoi d'être son frère? Il faudra lui demander à elle ce que ça lui fait d'être mon frère. On lui posera la question la prochaine fois. Voilà, et puis vous me direz, parce que ça n'a pas dû être facile non plus. Non, déjà, c'est un superbe exemple en termes d'engagement. Moi, je me rappelle d'un discours qu'elle avait fait. Déjà, d'avoir une sœur députée à 22 ans, parce qu'à l'époque, elle était la plus jeune députée. Déjà, ça force le respect, c'était incroyable. C'était presque inespéré, parce qu'à la maison, au vu c'était assez fou quand on a su, je me rappelle toujours, on était en famille, et je me rappelle très bien de mon père qui lui s'est battu, donc, qui a été au FNJ pendant longtemps, qui s'est présenté à beaucoup d'élections, qu'on appelait même à l'époque le dauphin de Jean-Marie Le Pen, c'était Samuel Maréchal. Et mon père était très ému et c'était assez incroyable comme moment parce que c'était assez magique. Donc ça, d'être élu, évidemment, grande fierté. Et surtout me rendre compte que tout est possible en réalité. Parce que moi, je la connais personnellement, Marion, et je peux vous dire que son parcours, il n'a pas été simple non plus. Enfin, même, rien à voir. Waouh, très impressionnant pour moi qui étais ado à l'époque. Donc, vrai exemple. Et deuxièmement, il y a un discours qui était, je crois, son discours quand elle a décidé de ne pas se représenter.
à la députation, où elle disait, bah voilà, je me rends compte finalement des carences de la politique en général, de la politique électoraliste, j'entends. Je souhaite mener le combat métapolitique, le combat culturel, et c'est à ce moment-là qu'elle a eu l'idée de créer l'ICEP. Donc l'ICEP, c'est l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques, où en fait c'est une école qui est basée à Lyon, mais je crois qu'ils ont une école aussi, une succursale à Paris. L'idée, c'est de former les leaders de demain. Je trouve que c'est génial. Et puis les leaders au sens large du terme, ça peut être dans l'association, l'entrepreneuriat, la politique, etc. Et donc je trouve que c'est une super proposition de valeur. Et j'y ai tout de suite adhéré et j'ai trouvé ça formidable. Et peut-être qu'en fait, ça a fait germer aussi la petite graine dans mon esprit de me dire, bah oui, il y a d'autres choses qui exists en fait. Ouais. Oui, et de vous lancer vous-même dans le métapolitique et pas dans le... En tout cas, ça a fait partie... voilà, Marion, si tu ne le savais pas, ça fait partie de ce qui m'a poussé à m'engager. Ouais. Ouais. Et vous n'avez jamais été tenté, titillé par le politique ? Embrasant peut-être. Non. Non. J'y ai peut-être pensé, mais honnêtement, je crois que je suis pas fait pour ça. Ça m'intéresse pas plus que ça. Déjà parce qu'il y a du monde, puis dans la famille, ça va aussi. Je pense c'est un fardeau, hein, c'est terrible hein, de se lancer en politique, c'est un vrai sacerdoce, hein, c'est vraiment très 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 dur. Nous, je vois l'impact que c'est dans notre famille, c'est vraiment quelque chose de terrible, qui est assez destructeur, chaotique, de beau, parce que de fait on a un idéal qui nous dépasse, mais c'est très 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 difficile. Et donc non, la politique, trop peu pour moi. Voilà, je préfère aller ailleurs, là où justement on a besoin de moi. Oui, d'accord. On va devoir malheureusement clôturer cet entretien passionnant. Mais du coup, une dernière question, parce que aux éveilleurs, on pose toujours cette question en fin d'entretien. Qu'est-ce que vous voudriez dire à un jeune de 20 ans qui est amoureux de la France ? De s'engager. De continuer à travailler sur les qualités ou les dons qu'il a pu recevoir. D'aller là finalement où sa passion l'emmène, parce qu'on a souvent tendance à vouloir être pluridisciplinaire, à vouloir être bon sur différents sujets. Alors après, ça dépend des âges évidemment, mais quand on dit jeune, voilà, c'est adolescent et plus, étudiant. Et moi, je pense qu'il faut vraiment aller à fond dans ceux qui nous passionnent. Et la vie, les choses s'organiseront de telle sorte à ce qu'à un moment donné, vous retomberez sur vos pattes. Voilà. Mais en tout cas, vraiment, l'engagement, l'action. Ça, c'est le plus important. Agir, et puis après, on verra comment les choses s'organisent. Mais il faut y aller. Très bien, écoutez, merci Romain Maréchal de nous avoir accordé cet entretien très inspirant. Nous vous invitons, tous ceux qui ont regardé cet entretien, à soutenir évidemment les projets de Romain Maréchal, ses projets de valeur, à soutenir aussi ses initiatives pour valoriser la culture et le patrimoine français. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à parler des éveilleurs autour de vous. Ces entretiens ont un coût et donc nous vous remercions bien sûr pour votre générosité et pour votre écoute.